Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda VFR 750 RC36 de 1990. Allez, c'est parti! Bon les amis, aujourd'hui j'ai encore la chance d'avoir un abonné qui est venu jusqu'ici me prêter cette moto. Encore une petite Youngtimer, c'est-à-dire une moto un petit peu vieille, mais qui est quand même pas suffisamment ancienne pour être réellement considérée comme une moto de collection. Là on est sur une machine vraiment mythique des années 90, la Honda VFR 750. Donc ce n'est pas la toute première génération de VFR 750 qui était arrivée quelques années plus tôt. Là on est sur la deuxième génération de VFR 750 appelée RC36. Cette génération a apporté quelques solutions techniques et stylistiques assez sympas. On a le truc le plus visible, le monobras. Le monobras qui tient la roue arrière, qui est magnifique. Malheureusement, il est un petit peu caché par l'échappement, mais c'est quand même une pièce vraiment très stylée. Sinon, comme toutes les VFR, elle est bien sûr motorisée par un 4 cylindres en V. Celui-ci, bien sûr, fait 750 cm3, comme le nom de la moto l'indique. Et sa fiche technique indique qu'il produit 100 chevaux. Donc c'est sûr qu'un 750 de 100 chevaux à l'heure actuelle, on pourrait se dire que c'est pas énorme, mais à l'époque de la mise en circulation de cette moto, c'était déjà franchement pas mal. Donc je rappelle que la gamme VFR chez Honda, ce sont des, on va dire, sport GT. C'est-à-dire une machine intermédiaire qui a des prétentions et des performances quand même un peu sport, mais qui va pas vous casser le dos avec une position extrême. Là on est plutôt bien, on retrouve une machine quand même un peu sport avec ce guidon, on va dire avec des bracelets, mais les bracelets vous les voyez sont un peu larges et au-dessus du tête de fourche. Donc on n'est pas hyper penché, on n'a pas le dos pété lorsqu'on roule avec cette moto. Au niveau du style, vous pouvez voir que la machine a également la selle d'origine qui est bleue. Un truc un peu anecdotique maintenant, on a rarement des selles de cette couleur là. La selle est légèrement plus basse que le guidon, ce qui renforce une position agréable qui n'est pas hyper sport du tout. La machine que l'on me prête aujourd'hui est pratiquement complètement d'origine, ce qui est très rare sur une machine de ces années-là. Les seules modifications qui ont été apportées à cette machine sont le support de plaque qui a été raccourci et vous avez l'échappement qui a été remplacé par un silencieux de la marque Scorpion. Et c'est à peu près tout, sinon tout est d'origine sur cette moto. Reparlons un petit peu de la motorisation de cette machine. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un 4 cylindres en V. Celui-ci est alimenté par carburateur, vous avez donc 4 carburateurs. Ce qui faisait que la maintenance était un petit peu moins facile que pour un 4 cylindres en ligne. Mais à côté de ça, la moto est réputée extrêmement fiable sur son moteur, car la distribution est faite par cascade de pignons. C'est pas une chaîne, c'est pas une courroie, ce sont des pignons les uns derrière les autres qui assurent la distribution du mouvement. Et franchement, ça fait qu'il n'y a quasiment aucune chance que la machine se mette à devenir défaillante à ce niveau-là. Normalement, les intervalles de maintenance sur cette distribution, de mémoire, c'est tous les 200 ou 250 000 km. Donc vous voyez que c'est quasiment à vie, quoi. Au niveau de la hauteur de selle, on est avec une moto qui est vraiment adaptée à la plupart des gabarits. Moi, je le rappelle, je fais 1m70 et vous voyez que je mets les pieds presque complètement à plat. C'est vraiment pas mal. En plus, la position de conduite, comme je vous l'ai dit, elle est agréable, elle n'est pas exigeante. Et on est aussi avec une moto avec un gabarit relativement fin. Pour une machine des années 90, on pourrait se dire « Ouais, on va avoir les jambes hyper écartées, c'est un 4 cylindres ». Eh bien non, vu que c'est un 4 cylindres en V, la moto est beaucoup plus fine. On a plus l'impression d'être sur un bicylindre en fait. Le réservoir est plutôt bien dessiné, on arrive à bien caler nos genoux, ce qui fait qu'on fait corps avec la machine et elle devient vraiment très facile à manœuvrer. Concernant la sonorité de cette moto, je vous l'ai dit, on a l'échappement Scorpion qui fait une sonorité assez sympa, mais vraiment très discrète, il faut l'avouer, on l'entend pas beaucoup. Ce qu'on entend le plus en fait, c'est pas l'échappement, c'est justement cette distribution par cascade de pignons. À chaque fois que j'accélère, vous entendez un espèce de... Et en fait, c'est tout simplement la mécanique qui fait ce bruit-là.
c'était exactement la même chose lorsque j'ai testé une VFR 800, un petit peu plus récente que celle-ci, qui avait elle aussi cette cascade de pignon. L'échappement, on commence à l'entendre vraiment quand on accélère fort et quand on monte un peu dans les tours. À bas régime, ce pot Scorpion est vraiment très très discret. Ce qui est génial avec cette position, c'est qu'on ne se fatigue pas, on est quand même un peu sur l'avant, donc une position un petit peu sportive, on a l'impression vraiment de faire corps avec la machine. En plus, les deux rétros qui sont forcément pris sur le carénage avant sont parfaitement à la bonne largeur, je vois pas du tout mes bras, alors sauf avec celui-là que j'ai mal réglé, mais c'est vraiment très très bien. On peut prendre les informations autour de nous sans difficulté. C'est beaucoup plus user-friendly, on va dire, qu'une vraie CBR ou un truc vraiment sportif. On va faire un petit 0 à 100. Je rappelle rapidement les caractéristiques de cette moto. Donc c'est un 4 cylindres en V qui développe 100 chevaux et la moto pèse 245 kg tout plein fait. Voilà, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de CBS, il n'y a aucune aide. On va essayer maintenant de voir ce que ça donne sur l'accélération. Allez, je signale que je redémarre et on est parti. Let's go! Alors, comme d'habitude, je m'arrête ici pour tenter le demi-tour. Hop, il n'y a personne. J'ai les deux pieds qui touchent bien le sol. J'accélère un tout petit peu. Et bah, je sors un peu de la route, vous voyez, hein. Je suis vraiment sur l'extrême limite, alors que c'est une route qui est assez large. Donc on a vraiment un angle de braquage qui est assez similaire à une sportive qui braquerait plutôt bien en fait. Mais c'est pas extrêmement bon. On va retenter le 0 à 100. Donc tout à l'heure, si j'ai bien regardé, je suis arrivé à 100 en début de deuxième, je crois, ou vraiment en fond de première. Je me concentre un petit peu plus sur la vitesse et ensuite on va faire un gros freinage. Allez, c'est parti! Et je freine. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc j'arrive à 100 en deuxième, très clairement. L'accélération est linéaire, c'est pas impressionnant. On n'hésite pas à accélérer à fond, la machine se cabre pas, elle est stable. Franchement, c'est plutôt pas mal, hein. On n'a pas l'impression d'être sur une vieille machine qui aurait pas de performance, hein. Ça marche vraiment bien. Et au niveau du freinage, bah, le frein arrière est très peu efficace. Il reste quand même utilisable quand vous voyez dans des situations comme ça où je veux m'arrêter à très faible allure. Mais le frein avant, lui, bah, beaucoup plus performant. Malheureusement, la sensibilité est un petit peu molle au début du freinage. Je vais essayer de changer le réglage, voir si ça change quelque chose. On repart juste pour tester si la sensibilité du freinage a changé. Et je freine, frein arrière, frein avant. Ouais, c'est nettement mieux. C'est vraiment nettement mieux. Là, on n'a plus de zone morte. Dès que je commence à freiner, ça pile. Et au final, le frein est plutôt efficace. Vous le voyez, ça se penche sans difficulté. La machine est assez vive. Les pneus sur cette moto ne sont pas énormes, hein. À l'arrière, c'est un 170. Par contre, quand on roule à vitesse légale, vous voyez, là je suis à 80, la bulle ne sert vraiment pas à grand chose, hein. Ça dévie juste sur ma visière, donc je me prends tout le vent dans la gueule. Je serai obligé de me pencher complètement comme ça, afin que la bulle soit un tout petit peu efficace. Au niveau du carénage, vous pouvez voir sur le côté gauche un gros bouton. En fait, c'est le bouton qui permet de changer comment dire, la position du réservoir entre position normale, position réserve et tout simplement le robinet qui serait sur fermé. Malheureusement là le sticker qui indique normalement les positions s'est fait la malle avec les années. C'est quand même très facile d'accès, on peut faire ça en roulant sans aucune difficulté,
À l'époque, les Honda étaient vraiment plus pratiques à ce niveau-là que les autres motos qui avaient encore des tout petits robinets assez difficiles à trouver et chiants à manipuler. Concernant les commodos, c'est très classique. On retrouve les espèces de sigles rouges qu'il y avait dans les années 80 et 90 chez Honda. Mais sinon, les commandes sont parfaitement identiques à ce que vous auriez sur n'importe quelle autre japonaise. Le tableau de bord est assez grand, il est bien lisible. Vous avez au milieu le contour avec une petite aiguille blanche, donc ça c'est bien facile à prendre comme information. Sur le côté, un autre cadran à aiguille qui vous indique votre vitesse. Pareil, c'est assez lisible. Et vous avez également deux autres aiguilles pour la capacité de votre réservoir ainsi que la température du liquide de refroidissement. Tous les voyants sont très on va dire classiques et tout fonctionne encore. On peut saluer la présence d'un voyant qui vous indique si vous avez oublié votre béquille. On a aussi un truc typique années 80, un petit afficheur à cristaux liquides pour l'heure, une petite horloge. On va tester la souplesse de ce moteur. Donc je me mets sur le dernier rapport, soit la 6e, et j'essaie de reprendre à 30 km/h. Alors il veut pas du tout. On retrouve bien là le caractère typique du V4, c'est pas du tout aussi souple qu'un 4 cylindres en ligne. Ouais, faut vraiment pas essayer de le faire reprendre en dessous des 3000 tours en fait. Là je suis à 2500, ça reprend mais on sent déjà que ça tremble. Par contre là je suis à 3000 tours et ça reprend sans aucune difficulté. Alors nous arrivons sur ce Dodan, je ralentis à environ 30 km/h. Comment ça se passe? Sans réelle difficulté, c'est sûr que c'est un petit peu ferme, mais c'est pas non plus très désagréable. Là j'ai essayé de le prendre un tout petit peu plus vite, voir ce que ça donne. Là je suis environ à 40. Ouais c'est ça, ça reste ferme. Et si vous essayez vraiment de prendre des chocs assez vite, c'est la suspension arrière qui a tendance à se tasser un petit peu trop. Mais franchement il n'y a rien de choquant. Pour l'instant, même en restant à mi-régime, la moto est vraiment agréable. On a une sonorité vraiment sympathique et des performances vraiment convenables. On s'ennuie pas du tout. Allez, on va essayer de monter un peu dans les tours. Alors en comportement vraiment sportif, la machine est assez facile à mettre sur l'angle. Par contre, j'ai une sensation assez bizarre par rapport au frein arrière. Quand j'accélère fort, j'ai l'impression, j'ai un peu une sensation de perte d'adhérence. C'est pas possible vu que la route est en parfait état et que les pneus sont bons, mais j'ai une petite sensation bizarre. Les performances sont quand même vraiment bien. On a une machine là qui a presque 30 ans. Et je réaccélère fort. Franchement, cette moto est encore parfaitement utilisable, même au quotidien. Actuellement, il n'y a aucun problème. Par contre, je ne retrouve pas vraiment le même comportement moteur que sur la 800, un peu plus récente que j'avais testée. Celle-ci, en fait, ne donne pas un comportement vraiment qui incite à monter hyper haut dans les tours, comme pouvait l'être la 800, qui, pour le coup, donnait vraiment une sensation de moto sportive. Là, on est plus sur une vraie Sport GT, une moto qui est agréable, même sur les bas régimes et les mi-régimes. On ne se sent pas forcément obligé de monter dans les tours comme un gros taré. Déjà, entre 3 et 5000, la machine marche vraiment bien et elle est agréable. On est tellement bien assis sur cette selle, en fait, que quand on est en virage, ça donne pas vraiment envie de déhancher. On est le cul rivé sur la selle. C'est vraiment agréable. Vous voyez, hein, ça passe d'un angle à l'autre sans difficulté et on réaccélère fort. On va aller faire un petit tour sur l'autoroute. Donc là vous pouvez voir, je suis sur l'autoroute, je suis stabilisé à peu près 100 km/h. Je vais accélérer à fond pour voir ce que ça donne. Je suis en 6e, 120, 130, 140. Franchement, les accélérations sont vraiment sympas, même sur le dernier rapport. La moto ne manque pas du tout de couple ou de performance. Par contre, ceux qui voudraient voyager avec, il faut changer la bulle.
celle d'origine ne vous protège pas du tout. Les carénages par contre vous protègent assez bien les jambes. Ils sont juste suffisamment larges. Vous avez un petit filet d'air qui vous touche les mollets, mais globalement on est quand même bien derrière cette moto. Je m'aperçois que j'ai complètement zappé de vous parler des leviers. Donc on est avec un levier de frein réglable, ça vous l'avez vu, je vous en ai parlé au moment du test de freinage. Et on a également l'embrayage qui est réglable. D'ailleurs c'est un embrayage hydraulique, donc à l'époque c'était quand même une machine qui se voulait un petit peu haut de gamme, on va dire. Alors je sais pas si c'est moi qui est en train de plus en plus prendre la confiance avec les motos qu'on me prête, ou si cette moto est réellement exceptionnelle dans son maniement, mais les virages, j'ai l'impression que je pourrais faire frotter les cale-pieds tellement ça se penche facilement. La boîte de vitesse est plutôt réactive, elle marche bien, j'ai juste eu un faux point mort tout à l'heure. Alors les suspensions, lorsqu'on utilise la moto vraiment à haute vitesse, elles restent quand même suffisamment précises pour que vous ne soyez pas éjecté ou que votre trajectoire se mette à bouger. Par contre, ça renvoie quand même pas mal les petits chocs. On a beaucoup de petites vibrations qui reviennent dans le guidon et dans les repose-pieds. Donc on voit bien que c'est pas une moto qui a été conçue non plus pour rester à des vitesses délirantes pendant très très longtemps. Vous aurez compris que cette VFR 750, pour moi, c'est nettement plus une machine à vocation routière que vraiment sportive. C'est plutôt, on peut jouer avec, on peut se faire plaisir, mais on n'a pas le côté vraiment sport qu'avait la VFR 800 que j'ai pu tester. On est sur une machine, je trouve, beaucoup plus polyvalente et pour moi, plus agréable que la 800. La 800, j'ai l'impression que la position était peut-être un petit peu plus basculée, enfin tout était légèrement plus sport, et surtout son comportement moteur. Là, on a une machine vraiment polyvalente, plutôt jolie. Après, bien sûr, il faut aimer l'esthétique des années 90, ou même des fins des années 80, parce qu'elle a été conçue dans les années 80. Là on est sur une phase 1, on a l'optique, c'est avec un seul phare. Après il y a eu une deuxième phase où le carénage avait évolué très légèrement et on le reconnaît facilement avec une double optique. D'ailleurs la phase 2 a eu un look un petit peu similaire sur l'avant à la Honda NR, qui était un genre de prototype homologué. Il y a 2-3 trucs sur l'esthétique qui me font marrer. On retrouve des espèces de soufflets au niveau des tiges pour les rétros qui permettent de gagner peut-être en aérodynamisme et en design. On a aussi un carénage qui est sur la béquille, ça me fait marrer. Vous voyez, à l'époque, il y avait quand même des solutions esthétiques assez, on va dire, typiques de cette époque. On retrouve bien sûr aussi les 4 clignotants directement intégrés dans les carénages. C'est un truc qui se faisait beaucoup à cette époque. Alors maintenant, à qui se destine vraiment cette machine d'occasion? Je vous l'ai dit, c'est une moto qui coûte plus trop cher maintenant, elle est un peu ancienne. Un modèle comme celui-ci en bon état, vous pouvez le trouver pour entre 2 et 3 000 euros. Sachez que c'est extrêmement fiable, il n'y a quasiment jamais de problème sur ce genre de moto. Là, la machine, vous pouvez la voir, elle a 81 000 km au compteur, elle fonctionne impeccablement. Et de sources sûres, les VFR de cette époque-là sont capables de prendre 250 voire 300 000 km sans intervention majeure au niveau du moteur. Concernant l'utilisation au quotidien, la machine, vous voyez, elle est vraiment facile, aussi bien en ville que sur les autres types de routes, donc aucun problème. Vous avez au niveau pratique, bien sûr, un emplacement en dessous la selle qui permet de ranger peut-être un U et 2-3 babioles. C'est pas gigantesque, mais c'est pas ridicule non plus. C'est bien au-dessus de ce qu'on aurait sur des machines récentes. La consommation reste raisonnable si vous êtes raisonnable avec l'accélérateur. Son propriétaire me disait tourner en moyenne aux alentours de 6 litres au 100. Je me doute bien qu'en roulant fort, on est largement au-delà des 6 litres. Au niveau du passager, vous pouvez très facilement faire monter quelqu'un derrière. Vous avez la possibilité de mettre des poignées passagers, ou alors vous la laissez en version monoplace en enlevant les poignées et en mettant le capot de selle, ce qui augmente son look sport que perso je trouve beaucoup plus classe. Mais bon, au niveau pratique, vous trouverez pas mieux que la selle et les poignées. Donc clairement, si vous êtes intéressé par une GT routière, que vous voulez une moto pas trop chère, fiable,
c'est clairement une bonne option cette VFR 750. Je dirais même que c'est pour moi peut-être plus intéressant que la VFR 800, parce que la VFR 800 a un comportement vraiment plus sport, et donc au quotidien ça peut vous inciter à vraiment faire le con et à peut-être perdre votre permis, alors que celle-ci a un comportement, on va dire, plus calme, qui n'est pas désagréable. Personnellement, je préfère cette 750 à la 800. Bon, j'espère avoir fait le tour des particularités de cette VFR 750 RC36 de 1990. Si vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous êtes le propriétaire d'une de ces machines, ou peut-être des modèles d'après, dans la version 2, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Ça sera très intéressant de pouvoir lire vos impressions. Je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine qui a fait le déplacement jusqu'ici, mon lieu de tournage habituel, afin de me prêter cette moto. C'était très sympa de sa part. Et je reprécise que tous les tests réalisés sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous souhaitez que la chaîne avance, pensez à me proposer vos véhicules. Tous les moyens de me contacter sont dans la description. Merci encore à vous d'avoir regardé ce test jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut et à le partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour un nouveau test. Et à tous!